Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je suis très content de faire, une critique avec et sans spoiler de la saison 2 de Squid Game, une série que j'attendais depuis environ 3 semaines. Car oui, je fais partie des rares à avoir découvert la première saison de Squid Game un petit peu sur le tard. Nous sommes fin décembre 2024, soit 3 ans après la sortie de la première saison de Squid Game. Rappelez-vous, la première saison est sortie, il me semble, fin 2021. Ils ont mis le temps pour produire cette seconde saison et j'en suis très heureux. Ça veut dire que forcément, s'ils mettent autant de temps pour produire une deuxième saison, c'est qu'il y a du travail derrière, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de, d'idées en préparation. Et c'est justement ce dont on va parler parce que, malheureusement, ces derniers temps, on a vu un enchaînement de séries où les mecs produisaient à la chaîne. Alors en soi, vous allez me dire, c'est normal, c'est le propre des séries c'est le propre de la continuité des séries de se succéder d'année en année. Je suis d'accord. Et malheureusement, certains showrunners font l'erreur de faire ça trop vite, et résultat des courses, ça se prend les pieds dans le tapis, et ça devient très vite indigeste. Comme la saison 2 de Reacher, ou encore la saison 2 de Tulsa King par exemple. Donc c'est pas plus mal que les showrunners prennent bien leur temps pour bien mûrir un projet, bien mûrir une série, bien mûrir une saison, et j'estime qu'ils ont bien fait d'attendre pour la saison 2 de Squid Game. Enfin, quoique, quand on regarde la plateforme 2 et qu'on le compare au 1, je crois que la plateforme, le premier, il est sorti en 2020, le deuxième volet en 2024, ouais, non, finalement, même quand ils prennent leur temps, finalement, c'est pas un gage de qualité. Alors, pour vous donner mon avis concernant la première saison que j'ai découvert récemment, pour rappel, eh bien, honnêtement, j'ai eu un solide 8 sur 10. Alors qu'à la base, j'étais pas du tout emballé, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me rappelle à l'époque, en 2021, quand tout le monde en parlait, quand tout le monde était à fond dessus, j'étais en mode boomer, je me disais, mais les gars, attendez, mais cette série réinvente rien, on dirait une espèce de fusion entre Battle Royale et Hunger Games. J'ai fait mon vieux con, et je regrette, parce qu'en réalité, Squid Game, c'était un peu plus que ça. Alors pour ceux et celles qui connaissent pas vraiment le concept, en gros, Squid Game, c'est des gens qui sont endettés jusqu'au cou, des pauvres gens, qui acceptent de participer à un jeu grandeur nature qui consiste à qui consiste à pratiquer des jeux pour enfants qu'on faisait dans la cour d'école, 1, 2, 3 soleil, ce genre de bail, sauf que ici, vous avez pas le droit à l'erreur, vous avez pas le droit de faire de conneries, sinon vous crevez. Les jeux démarrent avec une centaine de personnes, et ils se termineront avec un seul victorieux, avec un seul gagnant. La série était extrêmement stressante, extrêmement violente, et honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a des moments où j'ai sursauté, où j'étais vraiment pas bien, et j'étais directement à zapper, à l'arrivée du générique, bam, j'ai enchaîné les épisodes les uns après les autres. C'est à ça qu'on reconnaît une bonne série, c'est quand on enchaîne directement les épisodes, et je dois avouer que je suis tombé accro de Squid Game, alors qu'à la base, j'étais un peu en mode mais non, c'est nul. Finalement, j'ai kiffé. Bien évidemment, j'ai des reproches à faire à la première saison, tout n'est pas parfait, j'estime, comme par exemple le frangin flic qui s'aperçoit que celui qui tient l'île, c'est son frère. Bon, ça j'ai trouvé ça un peu abusé, mais ce genre de détails, ça ne pèse pas bien lourd sur la balance. Autre détail qui me saoule un petit peu, mais ça c'est pas grand chose, c'est vraiment un petit détail mineur, mais je me demande si je suis le seul à réagir par rapport à ça, et pour le coup c'est pas vraiment une critique objective, c'est vraiment personnel, parce qu'en soi c'est propre aux productions coréennes. Ce qui m'énerve un petit peu dans les séries coréennes et un peu japonaises, enfin les séries et les films, c'est c'est les réactions des personnages qui sont parfois, on va dire, surexagérées. C'est que les Coréens comme les Japonais, les mecs, ils vont rester super calmes, et à un moment, ils vont partir dans ils vont monter dans les tours, et ils vont être super énervés ou super heureux. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Il y a un passage, par exemple, dans la première saison, où le héros, il joue à un jeu pour gagner un cadeau pour sa fille, et le mec il gagne un cadeau pour sa daughter, et il a une réaction qui est surexagérée, quoi. Le mec il saute en l'air, il hurle, il prend un gamin dans ses bras, il est super heureux de gagner un prix pour sa fille, mais moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, de très démonstratif, de très physique, très tactile quand je m'exprime, tout ça, mais j'agite les bras, j'hésite pas à toucher mes potes quand je leur parle, tout ça, je suis très, très vivant quand je m'exprime, mais je dois avouer que pour moi, c'était trop, quoi. Et je me rappelle que, par exemple, il y avait... c'est ça qui m'a fait sortir, par exemple, d'un film comme Battle Royale 2, un film qui a beaucoup de défauts, mais un truc qui m'a insupporté, c'est que les mecs ne font que d'hurler, hurler, 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 hurler. Même le fossoyeur de film en avait parlé. C'est assez stressant à la longue, en tout cas, dans les productions coréennes et japonaises, c'est souvent ça, les mecs sont ultra démonstratifs, ils vont être hyper silencieux, puis à un moment ça va partir dans les tours, ça va partir dans tous les sens, vous vous demandez mais what the fuck. Et globalement ça, ce sont les seuls reproches que j'ai envers Squid Game. En soi c'est pas vraiment des reproches qui pèsent bien lourd dans la balance. Et la bande-annonce de la saison 2, elle m'emballait grave, parce que j'étais très content de retrouver, bien plus que je l'imaginais, j'étais très heureux de retrouver le protagoniste principal. Me demandez pas de donner son nom en coréen, ni de donner le nom de l'acteur, j'arrive pas à suivre
Young Bung-cho, Kim So-han, je sais pas quoi, enfin j'arrive pas à retenir, je suis désolé, c'est comme les noms indiens, les noms chinois, genre, je peux pas, moi je retiens uniquement les noms anglo-américains, un peu français, et puis basta, quoi. Même les noms espagnols, j'ai du mal. En tout cas, j'étais heureux de le retrouver, parce que ce mec-là, cet acteur, avait une intensité. Ce que j'adore chez ce mec, c'est qu'il est normal. C'est un gars auquel on peut s'identifier, du point de vue physique, du point de vue tête, tout ça. C'est un mec qui nous ressemble, et il est tout simplement grandiose dans la série. Et dans la bande-annonce, ce que j'ai vu, je me suis dit, wow, le mec il est impérial, il est intense. J'avais été marqué par ce plan où, dans la première saison, on le voit, il sourit devant la photo, quand il se prend en photo là pour Squid Game, là, quand il y a les tronches qui apparaissent, là, quand les mecs ils meurent, tout ça. Donc il fait un grand sourire, et pour la saison 2, dans la bande-annonce, on le voit vraiment tirer une tronche de mec déter, énervé, et ça, je me suis dit, wow, c'est génial, parce que il y a un travail sur le personnage. On est en pleine, il y a une mise en abîme concernant son âme, concernant son ressenti. On voit que le mec a été traumatisé par les événements du premier, et ce qui est beau, c'est que le gars, il lâche pas l'affaire. Il est déter pour renverser tous ceux qui sont derrière le Squid Game. Le gars, il se barre pas avec le fric pour vivre sa best life, non, il met tout en œuvre pour retrouver les responsables, pour les fumer. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et ce qui est génial d'ailleurs, pour revenir à la première saison, c'est que ce n'est pas une saison, une série linéaire, où en gros, on part du point A au point B, à savoir, le mec est en galère, machin, il arrive au Squid Game, et il arrive jusqu'au bout. Non, il y a des rebondissements inattendus, et ça, c'était juste génial. Et la saison 2, en soi, eh bien, j'ai envie de dire qu'elle est dans la pure lignée de la première saison. J'ai été agréablement surpris par cette seconde saison. Je l'ai trouvée très bonne, très réussie, et dans la pure continuité. Elle met du temps à démarrer, c'est vrai, mais c'est pas plus mal, parce que là, les showrunners ont pris leur temps, on sent bien qu'ils ont voulu protéger leur bébé, et je ne comprends pas les retours négatifs par rapport à la saison 2, car je l'ai trouvé relativement correcte. C'est peut-être pas la série du siècle, peut-être pas la série de l'année, mais c'est une série qui est relativement correcte, et à des années-lumière du gros des productions qu'on a vues, notamment des suites. Par exemple, je sais pas si vous avez vu la saison 2 de Reacher, la saison 2 de Tulsa King. Qu'est-ce que c'était chiant, quoi, mais franchement, mais au secours, quoi. Alors déjà, la première saison de Reacher, c'était pas incroyable. La première saison de Tulsa King, le seul intérêt, c'était Sylvester Stallone, mais alors les suites, en termes d'intérêt, c'était zéro, et l'une des deux séries fera partie de mon top 10 des pires séries de l'année 2024. C'est dire. En tout cas, grosse surprise pour Squid Game saison 2, et ce qui est bien, c'est que la série est ancrée dans son époque, encore un peu plus que celle de 2021, parce que dans cette saison, on découvre des personnalités très en phase avec leur époque, hein, notamment les mecs qui sont à fond sur la crypto-monnaie, des gars qui sont endettés par rapport à la crypto, des mecs qui font du rap, qui sont des stars des réseaux sociaux, de TikTok, machin, qui se retrouvent embarqués là-dedans, des gens normaux qui se retrouvent endettés pour des conneries, pour des histoires de jeux, ou j'en sais rien, d'emprunts. Franchement, j'ai été happé par la deuxième saison. Même si encore une fois le début j'ai un peu vacillé, je me suis dit oh là, dans quoi il nous embarque, mais finalement très vite je me suis laissé porter par les épisodes, et encore une fois mention spéciale au personnage principal qui est d'une intensité extraordinaire, vraiment l'acteur est juste fantastique, génial, et il n'y a pas un moment où il est décevant, quoi. Vraiment le moment où il arrive pour dire aux gars bougez pas quand il y a le 1, 2, 3 soleil, c'était fantastique, vraiment scène exceptionnelle, ils ont réussi à retranscrire la même tension que ce que j'ai éprouvé pendant la première saison quand il y a eu le 1, 2, 3 soleil. Scène qui nous a tous choqués, hein, voir toutes ces têtes se faire exploser, ces balles dans la tête, parce que, comme l'avait dit Plot Time dans sa critique, c'est que on n'a pas affaire à des mutilations, des trucs vraiment trash, mais des chocs, des scènes chocs où c'est des balles dans la tête, des balles dans le corps, des trucs comme ça. Donc c'est rapide, c'est vif, c'est brutal, et c'est extrêmement marquant. Et la saison 2 réussit l'exploit de rendre les mises à mort, les jeux encore plus marquants et encore plus stressants. Donc bravo à la production, bravo au showrunner. Franchement, j'ai pas été déçu, alors que vraiment je m'attendais à une petite déception, et finalement vraiment génial, enfin j'ai bien kiffé, et ça me permet de rebondir sur, je vais pas trop insister sur la série, hein, parce qu'il y a des tas de choses à relever, tout ça, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est matez-la, quoi, elle est très intéressante. Elle est dans la pure tradition des séries coréennes de qualité. On a vu ça par exemple en 2023 avec La Traque dans le sang, qui était une très bonne série sud-coréenne. Et alors je sais pas si toutes les productions coréennes sont du même niveau, en tout cas ils ont une intelligence et une créativité dans la mise en scène qui est... dont on devrait s'inspirer de très loin, quoi. Et je dois noter que s'il y a bien quelque chose qui est récurrent dans leur production, c'est leur rapport à l'argent, et surtout leur rapport au capitalisme, car on sent bien que la Corée du Sud a plus ou moins mal ou bien amorcé le virage capitaliste au cours des années 70-80, parce qu'il faut rappeler que la Corée du Sud, la Corée en général, c'est quand même deux pays qui ont beaucoup souffert, hein, au cours du siècle dernier.
On a eu la guerre de Corée dans les années 50, ça a bien pété, il y a eu masse de morts, il y a eu la séparation entre les cocos et les capitalistes, et c'était une espèce de Vietnam bis en quelque sorte, quoi. Et Vietnam avant l'heure, et ce qui est dingue, c'est de voir à quel point l'emprise du capitalisme est présente dans la culture sud-coréenne, parce qu'on voit bien que là je vais partir en mode critique sociétale, là j'arrête de parler de la série, mais si vous regardez bien le gros des productions coréennes de ces dernières années, et même qui remontent, hein, par exemple, je me souviens en 2009, on avait été voir un film qui était sorti en 2006, je crois à l'époque. Non, ouais, on avait été le voir au moment de sa sortie. C'est The Host. On avait été le voir avec le lycée. J'étais assez surpris, la vache, putain. Notre lycée nous a emmené voir un film super cool, quoi. The Host, un film de monstre, une espèce d'amphibien mutant, full bordel dans la ville de Séoul. Et le film était génial, super bien maîtrisé, etc. Je me souviens plus de réalisateur, mais il est connu. Je crois que c'est le même réalisateur que Parasite, je me rappelle plus, mais en gros, j'avais été marqué par l'histoire et surtout marqué par l'intelligence et la maturité du scénario. Et il y a une scène dont je me rappellerai toujours, plus que les scènes de monstres, il y a un passage où un des héros se fait accompagner par un de ses potes, un de ses gars dans un bâtiment, dans un building de Séoul, et le mec en gros lui fait comprendre, oh là là, tu bosses dans un bureau dans le quartier d'affaires de Séoul, t'as réussi dans la vie, et le mec lui dit, non mais attends mec, j'ai un prêt à rembourser, j'en ai pour une trentaine d'années, voilà, c'est la crise, économiquement ça le fait pas, etc. Et j'avais tilté par rapport à ça. Attends, c'est un pays qui est riche, qui a l'air d'être en pleine émergence depuis un petit moment déjà, mais tout le monde a l'air d'être endetté, quoi. Et j'ai l'impression que le gros des réalisateurs, des scénaristes coréens du Sud mettent ça en avant. Plus davantage les problématiques économiques que les tensions avec leurs voisins du Nord. Quelque chose qui doit être assez lourd à porter, quoi. Vous imaginez, vous êtes... c'est comme si, je sais pas, c'est comme si la Belgique était... je sais pas, il y avait un mur en mode mur de Berlin, puis qu'on n'avait pas le droit d'y aller, qu'ils n'avaient pas le droit de venir, enfin, ce serait bizarre, quoi. On aurait une partie de nos proches qui seraient enfermés là-dedans, enfin, on peut imaginer la même chose pour les Italiens, les Espagnols, enfin, ça la foutrait mal, quoi. Et je pense que ça doit être assez lourd à porter culturellement, et même émotionnellement, ça doit quand même être assez galère. Et donc, pour revenir au rapport à l'argent, dans cette série, il y avait cette espèce de critique du capitalisme. En gros, les mecs ont du pognon, mais ils sont endettés, donc ils sont plus ou moins esclaves. On a eu également le film Parasite, bien évidemment, hein, une magnifique critique de la société. Je veux dire, une magnifique critique à la fois du capitalisme, en même temps du prolétariat. En gros, ce qui est le symbole de... Pourquoi le film s'appelle Parasite? C'est parce que tout le monde parasite tout le monde. Les pauvres parasitent les riches parasitent les pauvres. C'est un film qui est très puissant et très... très intelligent et très mature dans sa forme, le genre de film que la France aurait pu produire dans les années 90, rappelez-vous du film La Crise par exemple, je sais plus qui l'a réalisé, je sais plus, c'était une femme je crois, je sais plus, je m'en souviens plus, mais en gros ce film était quand même très, bon, on est loin de la maestria au niveau de la mise en scène par rapport à Parasite, bien sûr, mais du point de vue du sous-texte et de la maturité, on tenait quand même quelque chose. L'humour en plus. Parasite, c'est encore un autre level, mais ce serait bien justement de faire un Parasite français au goût du jour. À l'heure actuelle, sans misérabilisme, sans baratin et surtout sans Vincent Lindon, si possible. Si vous devez sortir un autre film qui montre la réalité des prolos, des gens qui sont en lutte perpétuelle dans la vie quotidienne, s'il vous plaît, évitez de nous ressortir Vincent Lindon du placard. S'il vous plaît, on n'en peut plus. En tout cas, Parasite est un film très intelligent et on continue à en parler aujourd'hui à juste titre. Et je rappelle que le film est sorti en 2019, donc à une époque pas si lointaine. Et je m'aperçois que beaucoup de productions coréennes, alors j'avais noté tout sur un papier, finalement j'ai tout oublié, parce que j'ai noté 2-3 autres films qui avaient à peu près la même thématique, mais on sent bien que les problématiques du capitalisme, ça les travaille. Et il y a de quoi, parce que le capitalisme version Corée du Sud, c'est hyper vénère, hein, tout comme le capitalisme à la japonaise. Ces pays-là, franchement, qui font rêver beaucoup de monde, moi, ils me font pas rêver. Oui, c'est très beau, l'architecture de là-bas, la discipline, le respect, machin, mais en dehors de mais quand on creuse un peu, il y a un mal-être qui est profond. Au Japon, c'est une véritable dictature, vous devez bosser minimum, je sais pas, 70 heures par semaine, c'est juste atroce. Même chose en Corée du Sud, j'ai vu 2 documentaires qui étaient juste infâmes, genre les gamins au lycée, ils se lèvent à 6 heures, ils font 1h30, 2 heures de transport pour arriver à l'école, ils ont pas de pause, le midi ils bouffent qu'une demi-heure, juste après ils doivent réviser. Une fois qu'ils ont terminé les cours, ils se tapent du tutorat. Quand ils prennent le métro, ils révisent pendant le trajet. Quand ils rentrent chez eux, ils révisent encore. Ils ont même des pièces dans leur immeuble spécialement dédiées pour l'étude. Enfin, les mecs, c'est juste une torture. Ils dorment 4, 5, 6 heures par nuit. Ça les flingue complètement, parce que quand vous êtes gosse, vous devez pas dormir si peu. Quand vous êtes enfant ou ado, vous devez dormir longtemps, minimum 8 heures par nuit, minimum, pour une bonne croissance, un bon développement musculaire, tout ça.
Et comment dire, je me souviens de ce documentaire qui était effrayant, qui était passé sur Arte, où on voyait des Coréens du Sud qu'on avait marre justement que de voir leurs gamins se barrer en sucette, finir en dépression, qui arrivaient plus à bouffer ni rien, qui arrivaient plus à plus rien faire. Ils allaient en Suède et ils s'apercevaient qu'en Suède, les Suédois, ils bossaient 3 fois moins, mais ils étaient 3 fois plus productifs, quoi. Et les mecs, ils s'interrogeaient, ils se disaient, mais comment c'est possible? Je sais pas s'ils vont changer ça prochainement, mais le problème des Coréens, des Japonais, c'est que ce sont des peuples qui ont énormément morflé, qui sont tiraillés entre leur vision ancestrale de la vie et la modernité. Ils ont du point de vue fonctionnel bien amorcé leur entrée dans le 21e siècle, mais du point de vue humain, c'est quand même quelque chose, hein. Le taux de célibat est juste délirant, leur natalité est complètement explosée, complètement éclatée, et ça choque certains de se dire « Ah la vache, c'est fou, vous avez vu, au Japon, en Corée, ils font pas d'enfants. » Mais c'est normal, ils passent leur vie à bosser, ils passent leur vie à taffer. Où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent le temps de baiser, quoi, au bout d'un moment, quoi. Donc c'est juste effrayant, que ces pays-là, et c'est normal que, je trouve ça bien que beaucoup de réalisateurs se penchent sur cette réalité sociale, cette réalité ultra-capitaliste, qui parfois n'a aucun sens, ne rime à rien, toujours plus, pour au final avoir une vie horrible, hein. Voilà, tu passez votre vie au taf, vous êtes soumis à une, comment ça s'appelle, un dumping social de plus en plus flagrant, de plus en plus violent. Alors après, peut-être que ça a changé à l'heure actuelle, mais je pense que ça devait pas être très drôle d'être japonais, coréen dans les années 80, 90, 2000, parce que les mecs, ils devaient se crever au taf, littéralement, quoi. Donc c'est pas étonnant que ces pays-là affichent un taux de natalité catastrophique, qu'ils aient un mal-être général hyper poussé. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la France, parce que la France, vous le savez sans doute, est un des pays les plus... un des pays number one, il fait partie du top 5, je crois, des pays à consommer, vous m'avez compris, quoi. On fait partie des... Je vais y arriver, parce que je crois que c'est faux. On dit qu'on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, mais je pense pas, je pense qu'on doit être le 3e, 4e, quelque chose comme ça, mais c'est déjà énorme, surtout que la France, en réalité, le train de vie en France, c'est pas si mauvais, c'est pas si mal. Je veux dire, oui, les Français travaillent dur, mais on est très 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 loin, croyez-moi, de la routine hebdomadaire des Américains et des Coréens. On se rend pas compte, mais les Américains, les Australiens, les Anglais, ils travaillent énormément. Ils passent leur vie à bosser. Eux, quand ils ont une semaine de vacances par an, et quand je dis une semaine, c'est 5 jours, c'est énorme, hein. Pour eux, c'est gigantesque. Toute leur vie ne tourne qu'autour du boulot. Et c'est pas pour autant qu'ils sont... Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont première puissance mondiale. Et nous, on arrive déjà à rester 5e, alors que pourtant, on est plutôt chill au niveau du taf, quoi. Ce qui est quand même... moi, j'ai envie de dire, là, pour le coup, cocorico, quoi. Félicitations, les gars. Et, notre routine, notre rapport au travail est radicalement différent par rapport à certains pays. Et le truc, c'est qu'on est quand même, mine de rien, un des pays les plus consommateurs, ça se dit ça ou pas? On fait partie de ceux qui consomment le plus d'antidépresseurs. Moi, je pense que le problème est ailleurs, je pense que c'est une question de mindset, une question d'état d'esprit, et le problème, c'est qu'en France, on est un pays qui a tendance à un peu trop boucler sur le passé, et pas spécialement sur le passé le plus fun, et on a tendance à davantage nous tourner, regarder dans le rétroviseur, plutôt que pointer notre regard vers l'avenir. Vous savez, quand on se targue d'être un pays musée, eh bien obligatoirement, on finit par devenir un peuple musée. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je vois mes contemporains, quand je pousse la comparaison par rapport à mes expériences à l'étranger, mes petites expériences, mes modestes expériences, je m'aperçois qu'effectivement, les Français, malheureusement, sont plus ou moins coincés dans une espèce de boucle spatio-temporelle qui les empêche d'aller de l'avant. Chose que n'ont pas les Américains, par exemple. Eux, ils ont une vision qui est, ils ont une seule trajectoire, c'est l'avenir, c'est droit devant. Et certains vont dire, c'est souvent d'ailleurs l'argument qui est utilisé, un argument qui me débecte, qui m'insupporte, parce que c'est vraiment un argument qui n'a pas bougé depuis les années 80, mais qui va être temps de finir une bonne fois pour toutes. C'est en mode, les Américains, en même temps, eux, ils ont pas d'histoire. Comme si c'était de la faute des Américains, qu'ils n'aient pas de château fort, ou alors de Colisée au milieu de la Floride. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est un pays qui est super récent, donc oui, ils ont pas d'histoire. Et alors, ils ont pas d'histoire, mais eux au moins, ils ont un avenir. Alors que nous, oui, on a une histoire très riche, mais c'est quoi nos projets? Qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont nos projets vis-à-vis de l'espace? Quels sont nos projets vis-à-vis, je sais pas moi, des futures découvertes, des inventions, des innovations? Zéro, nada. J'exagère parce qu'on fait des trucs, mais on les met pas assez en avant. Pourtant, il y a des innovateurs chez nous, il y a des mecs qui créent, des mecs qui inventent, qui innovent, mais étrangement, ceux-là, on évite de trop les montrer. Étrangement. Parce que justement, en France, on aime bien conserver cette image, on va dire, ancestrale, à l'ancienne. De toute façon, il suffit de voir notre cinéma, je pense que c'est assez démonstratif. Vous regardez le cinéma français, ça dit tout ce qu'il y a à dire, quoi. Ça parle généralement de bouffe, d'alcool, d'histoire sentimentale, et on recommence, quoi. Ça tourne toujours en rond, c'est toujours les mêmes bails, toujours les mêmes histoires. Bref, le cinéma, je trouve, est quand même, mine de rien, le miroir inversé d'un pays, j'ai envie de dire. Le cinéma américain, des fois, il y a des hauts et des bas, mais c'est un cinéma qui est quand même ambitieux, qui a un rapport à la création
et à presque la conquête, j'ai envie de dire, les mecs ils veulent toujours aller plus loin, ils veulent toujours pousser encore plus, et en Corée du Sud, j'y reviens, et bien on ressent cette énergie, et on ressent cette rage, cette espèce de, comment dire, de colère, comment dire, de colère pas renflouée, pas... Attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'en perds mon latin. Pas de colère, comment dire... Bon, on m'avait compris, quoi. On sent bien que certains créateurs, certains réalisateurs, certains metteurs en scène coréens, ils ont une certaine dent envers leur état, leur système, qui les a quand même bien secoués pendant des décennies. Parce que je leur dis, niveau rythme de vie, niveau rythme de travail en Corée, ça rigole pas. Puis les mecs, au bout d'un moment, ils doivent péter un plomb, ils doivent se dire, bon attends, notre vie c'est quoi? Ça consiste uniquement à bosser. Tiens, bah je repensais, tiens... autre film qui met en avant la réalité économique, c'est par exemple le dernier Train pour Busan, le premier. Le héros, c'est quoi? C'est un homme d'affaires, un trader ou je sais pas quoi, qui est constamment dans les chiffres, qui est constamment dans la bourse, qui est constamment dans sa bulle. Et ce qui est montré à travers ce gars, enfin du moins c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est qu'on voit un gars qui est uniquement omnibulé par l'argent, le profit, etc. Donc on voit un peuple qui a été, on va dire, pas manipulé, mais qui a été transformé pour être orienté vers la quête du profit, la quête, je veux dire, de l'argent, toujours plus, etc. Et Squid Game, je trouve que c'est une belle analogie, un beau, je veux dire, une belle série qui met en lumière les problématiques économiques de la Corée du Sud, quoi, tout en appuyant bien sur les clichés. Les mecs endettés jusqu'au cou pour des histoires d'argent, de jeux, je sais pas quoi. Et c'est intelligent, perspicace d'avoir montré ça et d'avoir en plus, comment dire, bien appuyé le trait, forcé le trait avec des jeux pour enfants mortels où vous risquez de crever. On revient en même temps à une forme d'enfance avec les jeux, etc. 2, 3 soleils, puis les autres trucs que je connais pas. Les dominos, j'en sais rien, et en même temps, c'est des jeux pour enfants, mais dans un contexte hyper adulte, hyper mature, malsain, avec les mecs, les ultra-capitalistes qui regardent, qui sont d'ailleurs anglo-saxons, hein, je spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, on apprend que ceux qui sont derrière les Squid Game, ce sont des capitalistes blancs de plus de 50 ans, des capitalistes bien européens, bien anglo-saxons, donc on ressent chez les créateurs de Squid Game une espèce de rancœur envers l'intelligentsia capitaliste, sans doute américaine, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est une série intelligente que malheureusement on sera incapable de produire en France, et ce serait bien qu'on produise des séries comme ça, sans, sans discours moralisateur, sans baratin, sans immaturité, ça ferait du bien, mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai terminé ma petite... je suis parti un peu en sucette, excusez-moi, mais bon, j'avais pas trop envie d'entrer dans le détail, faire une critique de chaque épisode, machin, je voulais juste dire ce que je pense, comme ça, à la volée, donc, bonne série, que j'ai relativement apprécié. J'ai pas été spécialement choqué par certaines choses qui ont choqué d'autres, hein, comme par exemple il y a un personnage trans dedans, bon bah ouais, ça m'a pas plus choqué que ça fait partie de l'époque, ça fait partie du package, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et là, c'est pas montré avec un air, on va dire, très... Bah là, encore une fois de plus, je le dis, c'est pas tourné, montré avec un air moralisateur. C'était pour moi un divertissement haletant, enrichissant, et qui mérite largement le coup d'être vu. Donc si vous avez pas vu la première saison, n'hésitez pas à la dévorer, et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous avez pensé également, si vous avez vu la saison 2, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à checker les autres de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, review, analyse, ce que vous voulez. Plein de bisous à tous, ciao.